Salut les fous du volant, la saison 2026 de F1 a repris après une longue trêve consécutive à l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite et c'est donc du côté de la Floride et plus particulièrement de Miami que les débats ont repris. On était particulièrement impatients de voir si les modifications du règlement issues des multiples réunions et les évolutions sur les monoplaces allaient nous offrir un beau week-end de course. Stéphane, j'espère que tu es d'accord avec moi. On ne s'est pas ennuyé du côté de Miami. On ne s'est pas ennuyé, on est débarrassé de ces situations effectivement dangereuses dues à des deltas de vitesse très très importants. La question de ces moteurs à grande partie électriques est sur la table et c'est même tellement sur la table que ça va être bientôt à la poubelle. Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a dit il y a un consensus chez les motoristes pour se débarrasser de ces moteurs et faire des bons vieux V8 atmosphériques avec une belle sonorité, des moteurs très très simples qui ne coûteront pas très cher et je me fais fort de les remettre en service au plus tard en 2031, 2030 si les motoristes se mettent d'accord, 2031 parce que si les motoristes ne sont pas d'accord, c'est la FIA qui aura le pouvoir d'imposer le retour à ces moteurs magiques. Il faudra réécouter peut-être un des premiers numéros de cette saison des Fous du Volant. On avait dit que vu comment c'était parti, ça allait se terminer en tout thermique. On n'était pas loin du compte. On en reparlera. En tout cas, il y a un Français qui n'a pas apprécié du tout le passage à Miami, c'est Isaac Hadjar. Entre la disqualification après la qualif à cause d'un problème de non-conformité du plancher de sa Red Bull, un retard assez marqué, et ça c'est nouveau, au chrono par rapport à son coéquipier, et un énorme crash en course, Isaac Hadjar est-il sur le point d'exploser? On se pose ouvertement la question, on se posera la question ouvertement avec Stéphane et on essayera d'y répondre. Désastre pour Hadjar, ça c'est les mots du français lui-même. Énorme déception pour Ferrari depuis plusieurs semaines. La Scuderia communiquait beaucoup sur les évolutions lourdes et nombreuses qui allaient débarquer sur la SF26 à Miami. À l'arrivée, Hamilton termine 6e, Leclerc prend la 8e place. Alors on va revenir sur le contexte qui a été un petit peu particulier. Au moment de prendre la direction du Canada, l'équipe Ferrari, elle, n'a pas réussi la transformation de ce qu'on voulait faire de cette voiture et c'est la déception qui l'emporte. On reviendra sur ce point. Je parle de transformation, c'est un terme qu'on pourrait en revanche utiliser pour Kimi Antonelli. 3 victoires de rang, 20 points d'avance au championnat en 4 Grands Prix. Le jeune Italien est passé du rôle de belle promesse à celui de candidat à la couronne mondiale encore plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. On va s'intéresser finalement à ce qui fait la réussite de ce jeune pilote, aux chances du transalpin de devenir, pourquoi pas, le 3e pilote italien champion du monde de Formule 1. Petit quiz, tu les as les 2 autres? Ah, Giuseppe Farina et Alberto Ascari. Je vous promets que c'est pas truqué. Bravo Stéphane. Non, mais c'est des classiques quand même. En tout cas, Farina, c'est même le tout premier de l'histoire. Oui. On commence donc les fous du volant aujourd'hui avec une question qui est un petit peu inquiétante, qu'on redoutait de devoir se poser. Allons-y. Est-ce que Isaac Hadjar n'est pas en train d'exploser chez Red Bull? En tout cas, il a passé un week-end absolument cauchemardesque du côté de Miami. J'ai pas compté le nombre de fois où on l'a vu taper sur le halo de sa voiture, taper sur son casque après qu'il soit sorti de la piste et qu'il ait tapé plutôt violemment dans le mur dans le 5e tour. Isaac Hadjar qui a donc abandonné et qui a mis ainsi fin au week-end de Formule 1 le plus compliqué de sa jeune carrière. Et forcément, on a tous la même question en tête. Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que ça va faire comme Ricciardo, comme Lawson, comme Albon, comme Perez, Tsunoda, Pierre Gasly, un petit peu plus loin. Kivat, etc. Exactement. Est-ce que Isaac Hadjar, finalement, va se briser les dents sur Max Verstappen? Stéphane, on va se poser la question. Déjà, le premier point, c'est le point comptable. On va vous montrer le classement des pilotes. Alors, c'est déjà pas brillant pour Max Verstappen, qui est 7e du championnat avec un total de 26 points. Mais il faut descendre jusqu'à la 13e position pour voir Isaac Hadjar
qui n'a marqué que 4 points, comparé donc aux 26 de Max Verstappen. C'est peu, c'est vrai. Tu poses la question, c'est un petit peu inquiétante. On la pose par principe, vu l'historique des pilotes, des deuxièmes pilotes Red Bull. Alors j'ai cité Kvyat, en fait Kvyat avait été remplacé par Max Verstappen. par Max Verstappen, mais voilà, c'était pas non plus très brillant de son côté. Mais effectivement, le sentiment qui ressort de ça, en tout cas pour moi, de ce week-end, c'est que pour Adjar, le risque de décrochage par rapport à Verstappen est réel. Ils ne sont plus dans la même dimension, dans la même perception technique, dans la même compréhension. Et 1 seconde et demie en qualif, 1 seconde pleine en qualif par rapport à Verstappen, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça veut dire que c'est un problème général. Quand tu as 2 ou 3 dixièmes, c'est que il y a 1 ou 2 virages qui posent problème, il y a un ajustement qui manque, il y a quelque chose, une exploitation des pneus. Là, c'est vraiment un tout. Et c'est un tout qui, pour l'instant, échappe en fait à Isack Hadjar. Il dit « je ne comprends pas ». Et c'est ce qui l'embêtait d'ailleurs. Hein. Il disait « je comprends pas ». Et en plus, n'ayant fait que quelques tours sur ce Grand Prix, il avait encore moins de chances de comprendre. Je vais vous donner mon avis à moi. Je ne suis pas aussi inquiet que ça, en fait, pour Isack Hadjar. Pour 3 raisons, si tu me laisses le temps. D'abord parce que la situation, elle n'est pas aussi catastrophique qu'on peut le penser. Alors certes, hein, il y a ce chiffre, hein, 26 à 4, ça fait quand même un gros écart. Oui, il était à 9 dixièmes de Max Verstappen en qualif, mais Laurent Mekies a quand même donné quelques informations. Il y avait un vrai déficit sur la voiture de Isack par rapport à celle de Max Verstappen en termes de vitesse de pointe. Donc déjà, dans les lignes droites, il y avait du temps de perdu sans que le pilote finalement ne puisse y faire quoi que ce soit. Le deuxième point qui fait que je ne suis pas aussi inquiet que ce qu'on veut bien croire, c'est parce que la période Christian Horner et Helmut Marko qui vous débarque un pilote au bout de 4 Grands Prix, on en est sorti. Et j'ai envie de dire, faut se souvenir aussi, il nous l'avait dit à nous, Pierre Vacher, à propos de Sergio Pérez, on ne l'a pas assez aidé. Oui. Et là, on sent bien qu'on a changé de logiciel quand même avec le départ de Helmut Marko et de Christian Horner de chez Red Bull et qu'on veut construire. Et puis toujours dans cet univers, on a quand même le sentiment, et on le voit bien, qu'il n'y a pas du tout la même relation de rivalité entre Max Verstappen et Isack Hadjar qu'il y avait entre Max Verstappen et tous ses coéquipiers précédents. Il a quand même eu des mots qui ont toujours été plutôt sympathiques pour le jeune Français, ce qui n'avait pas été du tout le cas pour les autres. Bon, peut-être que je suis naïf, mais je pense quand même qu'il y a moins de rivalité entre les deux. Et puis le dernier point, c'est qu'il était quand même plutôt bien parti. Il faut quand même se souvenir qu'il est parti de la voie des stands, Isack Hadjar, oui. Et qu'au moment où il tape, il a quand même déjà remonté une bonne partie du peloton, donc ça allait très très vite. Peut-être un petit peu trop vite, puisqu'il a commis une erreur de pilotage. Une erreur de pilotage en Formule 1, excusez-moi, ça arrive. Et la bonne nouvelle du week-end, c'est que cette voiture, elle a quand même progressé. Donc, ok, c'est un coup dur, mais en même temps, il vaut mieux que ce soit un coup dur et que la voiture ait progressé plutôt que d'aller chercher une 10e place au terme d'une course sublime avec une voiture qui a régressé dans le peloton. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des circonstances atténuantes, mais on a quand même l'impression d'avoir 2 garages différents chez Red Bull, 2 salles, 2 ambiances. Et une difficulté d'appréhension, je pense, du manque de performance d'Adjar, parce que quand tu n'es pas assez rapide en ligne droite, quand il te manque de la perfo sur des températures de pneus, peut-être, on parle d'une seconde, encore une fois, faut pas aller chercher la limite sur des virages que tu essaies de couper. Moi, ça me rappelle vraiment Gasly, Albon. Dans une moindre mesure, Tsunoda aussi, des gens qui essayent un peu de trouver des centièmes là où il y avait des dixièmes à gagner ailleurs sur du réglage, sur la compréhension de la voiture. Et c'est ce constat qu'il a fait qu'il ne comprend pas bien ce qui se passe, alors que Verstappen dit
on commence à comprendre ce qui se passe, on a un tableau maintenant de la situation et les solutions arrivent. Et lui, il commence à les appliquer. C'est ça qui fait peur, en fait. Oui. On reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent, vous voyez, c'est en train de recommencer. Et c'est ce qu'avait très très bien décrit Alexander Albon après son passage chez Red Bull, où il dit, en gros, la saison commence. C'est jamais facile d'être le coéquipier de Max Verstappen, on s'entend bien, mais une fois que les premières évolutions arrivent, Verstappen arrive parfaitement à les exploiter, les comprend très très vite. Donc l'écart se creuse avec le coéquipier qui est obligé d'en rajouter, d'en faire de plus en plus, de prendre de plus en plus de risques. Et c'est là que les erreurs arrivent. Et c'est là que finalement le pilote perd complètement pied. On était sur un circuit quand même urbain. Le prochain exercice, c'est Montréal aussi. Alors, il n'y a pas le même type de virage là où il s'est fait piéger, c'est plutôt la difficulté, c'est en sortie de virage pour contrôler le mur des champions. Voilà, le mur des champions et d'autres situations sur les chicanes. Après, on a Montmélo où là, ça sera un petit peu plus tranquille et on retourne à Monaco, là où on est dans un environnement quand même extrêmement exigu, précaire, punitif. Et là, il faudra avoir réglé absolument ces problèmes-là. Et c'est ce qui fait un petit peu peur. Il commence à être un peu tangent. Et les 2-3 prochains Grands Prix, je pense, vont donner l'impression générale de la suite de la saison. S'il arrive à remonter la pente, ça ira. S'il y a une erreur flagrante à Montréal ou à Monaco, on retombera maintenant dans cette situation un peu difficile où il se sentira en marge. Oui. Parce que c'est un petit peu ça. Maintenant, en fait, Verstappen parle un langage technique qui est le même que Pierre Vacher et toute son équipe. Et je sens Isaac Hadjar pas encore rentré dans cette boucle-là avec ses réponses à lui. Et c'est ça Elles sont peut-être la moins difficulté. prises en compte aussi, ces réponses à lui. Tu vois, parce qu'il est jeune, parce qu'il vient d'arriver. En face, il y a un quadruple champion du monde. Tout à fait. Alors, moi, j'en reviens peut-être à quelque chose aussi sur les réponses que peut donner Isaac Hadjar en termes de pilotage et que Verstappen, manifestement, est capable de donner. Alors, il était énervé jusqu'à présent, Verstappen, parce que la voiture avait tous les défauts du monde. Et là, ils ont commencé à corriger, ils ont rattrapé quand même, ils ont divisé par 2 le retard constaté sur le dernier Grand Prix. Donc, ça commence à devenir plutôt intéressant. Ils retrouvent une dynamique et une voiture qui fonctionne maintenant. Et Verstappen, en fait, il a une force. Qui était décrite d'ailleurs dans un documentaire que je vous invite à regarder, c'est sur YouTube. C'était une conversation qui a eu lieu l'été dernier avec Chris Harris, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, qui est ancien présentateur de Top Gear et qui participait à la promotion de Ford, annoncé comme le futur partenaire moteur à partir de cette année. Et il roulait tranquillement sur des routes du sud de la France au volant de la mythique Groupe B RS 200. Quand tu vois la tête de Chris Harris, il roulait pas tellement tranquillement. Tout à fait. Alors, quand Chris Harris était au volant, ça allait, mais quand Max est passé au volant... Il était plus crispé d'un seul coup. Mais quand Chris Harris était au volant, Max avait le temps de répondre tranquillement, et lui, il pose la question, mais c'est quoi ton style de pilotage? Et Verstappen dit, moi, j'ai pas de style de pilotage. Ah. Okay. Alors, c'est ce que les pilotes nous disent généralement, mais si, quand même, il y a des choses qu'ils préfèrent, etc. Et là, il lui demande de développer. Il dit, mais en fait, si j'ai... 10 voitures à tester, 10 voitures GT, je sais que je vais les piloter toutes de façon différente. Elles se pilotent toutes, elles ont des caractéristiques différentes. Et même chose pour la Formule 1. Surtout dans un sport où la technique évolue et les pilotes ont coutume de dire, en fait, d'un week-end sur l'autre, c'est pas la même voiture. Il y a des choses qui changent et on évolue. Bon. Et Verstappen, il lui demande, mais comment est-ce que tu appréhendes justement ça? Mais il dit, mais en fait, je commence à faire un tour, 2 tours, et je comprends en fait, il faut que je comprenne où est le principal facteur limitant en termes de comportement routier de la voiture. Et je construis mon pilotage autour de ça. Et c'est pour ça que ça l'énervait sur les 3 premiers Grands Prix, parce qu'il y avait des problèmes partout. Donc il y avait du survirage en entrée, du survirage en sortie ou inversement. Bon, il n'y a rien qui n'allait. Et là, en fait, tu sens qu'il a repris la main, qu'il commence à cerner et il commence à avoir une plateforme qui était cohérente. Alors, on ne pouvait pas croire que la Red Bull était complètement ratée. Ils ont retrouvé une voiture qui maintenant se comporte de façon beaucoup plus saine, même s'il manque de la performance. Et là, Verstappen dit, ça y est, on a compris. On a compris le principal défaut, on a compris comment la piloter, et lui, il applique ça. Et on sent qu'il l'applique, il est rentré dans ce cercle vertueux de la compréhension et de l'adaptation de son pilotage.
ce à quoi Hadjar Pour l'instant, il n'en est pas encore là. Tout à fait. Ok. Alors, on verra après si Red Bull va dire il faut que tu fasses comme Verstappen, ce qui est arrivé sur les autres pilotes. Exactement. Ils ont demandé ça à Gasly, ils ont demandé ça à Albon, etc. Et évidemment, le deuxième pilote n'y arrivait pas. Bah non, tu peux pas faire du Verstappen quand tu n'es pas Verstappen. On lui collera en cas extrême les réglages de Verstappen, mais il faut comprendre comment appréhender ça pour ensuite savoir piloter. Et c'est toute la difficulté. Mais Verstappen, lui, il avance. Et il a toujours dit dans sa carrière, moi je ne regarde pas la télémétrie d'autres pilotes. Je pense que s'il la regardait quand Pérez arrivait à le battre en qualif, ce qui n'arrivait pas souvent, ou Ricciardo, mais quand Gasly ou un autre pilote, Albon, était à 5-6 dixièmes, il ne regardait pas, il ne s'en occupait pas. Et lui, le danger, c'est que Hadjar soit mis de côté dans toute cette dynamique que va créer Verstappen. Moi, ça, c'est ce qui m'inquiète. Et il y a un des points quand même, Stéphane, qui aussi est rassurant, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, en tout cas qui minimise un petit peu la posture difficile de Isaac Hadjar, c'est que l'équipe elle-même est en difficulté. On a montré tout à l'heure le classement des pilotes. On peut parler maintenant du classement des constructeurs. Red Bull est quand même assez loin des voitures de tête au classement des constructeurs. Je vais le ressortir, on va vous le montrer. Red Bull est en 4e position avec un total de 30 points, quand Mercedes est à 180 points, quand Ferrari est à plus de 100, McLaren à 94. Il y a un gouffre. Quelque part, ça veut dire que le problème, il n'est pas chez un pilote. Et il est clairement dans cette voiture qui est mal née. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Red Bull aussi décroché, aussi vite dans la saison. Si Hadjar avait 26 points comme Verstappen, ça ne changerait pas beaucoup les choses. Red Bull serait dans un no man's land, très loin du top 3 et avec suffisamment de sécurité, même par rapport à Alpine. Ils finiront loin devant Alpine au championnat. Mais effectivement, c'est le début de saison, les 4 premiers Grands Prix les plus cataclysmiques de Red Bull, une 5e place. C'est tout. À l'arrivée, pour meilleur résultat jusqu'à présent, et c'est le plus mauvais départ de l'histoire de Red Bull depuis 2015 et les 23 points. Là, on a pris les résultats depuis 2010, c'est-à-dire qu'on prend en compte le barème avec une victoire à 25 points. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Il y a eu des années un petit peu de creux aussi, le moteur Renault, les débuts du moteur Honda. Mais là, on n'avait jamais connu ça. À tel point. Voilà, on sait qu'ils vont monter la pente, mais c'est vrai que ça n'aide pas. Et là, il y a un mouvement quand même qui est enclenché aussi chez Red Bull parce que tout ça n'arrive pas par hasard. On avait parlé ici du départ de Craig Skinner qui était le chef designer qui est intervenu en février dernier, qui a laissé un petit peu Pierre Vacher tout seul aux commandes. Et c'est là qu'on a commencé à douter parce qu'il y a cette ombre qui plane encore d'Adrian Newey en disant mais bon, Pierre Vacher, il a fait ses preuves largement, il est directeur technique depuis des années. On se dit tiens, Adrian Newey est parti, il y a un nouveau règlement, il ne s'en sortent pas. Sauf qu'il a corrigé le tir et il a commencé à apporter du sang neuf aussi dans l'équipe et ça commence à se voir. Et la priorité des priorités, c'était le diagnostic de la performance. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut sortir comme pièce pour corriger. Et c'est quand même un tour de force aussi. Ils ont sorti beaucoup de pièces ce week-end avec une voiture qui était déséquilibrée. Ils ont fait quelque chose d'à peu près correct, franchement, qui ne détruit pas les pneus en quelques tours, qui a un comportement plus cohérent, entrée, sortie de virage, corde, etc. Capable de se qualifier en première ligne, Tout à fait. C'est une première cette saison. Et Pierre Vacher, il a pris une décision, il a nommé un certain Ben Waterhouse, alors moi je ne le connaissais pas trop, on ne le connaît pas spécifiquement, mais il était chef responsable de la performance, et il passe aussi designer, c'est lui qui va directement avoir la main sur le design et qui va sortir les nouvelles pièces. Et il a aussi recruté le directeur technique adjoint de Racing Bulls. La Racing Bulls, ça n'a échappé à personne, c'est une voiture qui fonctionne très bien. Et c'est quand même intriguant. Ça fait plusieurs saisons qu'il y a des bonnes idées. Exactement. Là, ils se sont dit, bon, voilà, ça va se passer par ici. Ils n'ont pas complètement déshabillé Racing Bulls. Laurent Mekies, il les connaît bien. Exactement. Et c'est Tim Goss qui reste aux manettes. Mais ce directeur technique adjoint de Racing Bulls va arriver, il s'appelle Andrea Landi, le 1er juillet. Donc il y a des choses qui sont déjà séquencées, il va y avoir des réponses au fur et à mesure de la saison. Ça veut dire que quand il va arriver, il va comprendre ce qui se passe et il pourra déjà produire
un travail pertinent après le break pour ça. des nouvelles pièces. Tu crois que Oui, parce que là ça maintenant, peut en fait, avoir un impact là pour cette ils sont saison tous en train 2026? de tenir le même discours. Il y aura du développement jusqu'au quasiment dernier Grand Prix. Donc là, ça va être la guerre à ça. Maintenant, il y a une plateforme, tout le monde travaille avec. Il n'y a plus, on laisse tomber une saison parce que l'an prochain, on veut faire... Non, c'est là maintenant, c'est comprendre la voiture que tu as et puis la bonifier. Bon, donc c'est ce qui va se passer et c'est ce que Mekies a dit. On était à 1 seconde 2 de la pole au Japon, à 1 seconde en Chine. C'est pas grand-chose, mais ça a marqué un mieux. Et cette tendance s'est confirmée. C'était à 0,6 de la pole en sprint et c'était à 166 millièmes simplement de la qualif samedi. Donc c'est absolument spectaculaire, même si Verstappen a eu plus de problèmes en course. Il a dit il faudra voir si ça se confirme, mais la tendance est quand même intéressante et on voit la capacité quand même de Red Bull, une écurie gagnante sur une vingtaine d'années, être capable quand même de redresser la barre et même de façon rapide. Ça, je pense que ça a surpris tout le monde, mais il faut que Il reste du travail. Hadjar en profite. Exactement. Donc Isaac Hadjar, et puis c'est ce que je voulais ajouter aussi. On savait qu'à un moment ou à un autre, un moment plus difficile arriverait. Pour Isaac Hadjar, il y avait eu cette sortie de piste sur le tour d'installation du Grand Prix d'Australie l'année dernière, donc pour son tout premier Grand Prix. Il a cassé un moteur à Melbourne cette année, donc ça aussi, c'est un peu le côté pas de chance. Bon, et là, il a fait de la casse. À Miami, il a dit j'ai abîmé la voiture. Il est conscient aussi qu'il y a un budget capé, que ça va. Bon, c'est pas dans des proportions énormes, il n'a pas fait une coque, mais quand même. Mais en tout cas, je pense que c'est avec ce qui se passe là, durant les prochaines épreuves, qu'on va voir de quel bois il est fait et finalement de ce qu'on peut vraiment attendre d'un pilote comme Isaac Hadjar. Donc, vous dire que c'est une bonne nouvelle, non. Est-ce qu'il est en train d'exploser? On peut dire que non. Non. Mais là, il est quand même un petit peu... Voilà. Il a croisé les chemins. C'est une zone de turbulence. Et comme tu l'as dit, il faut l'aider maintenant, il faut l'aider à comprendre où sont ses difficultés, qu'est-ce qui peut la rapprocher. Et la solution, c'est Verstappen qui va la donner. De toute façon, tu mets des pièces nouvelles et dis OK, ça marche pour moi. Bon, bah là, il faut. Donc à un moment, voilà. On verra, mais je serais quand même beaucoup plus inquiet s'il y avait Helmut Marko dans le coin. Il n'est plus là. Laurent Mekies fera le travail. On surveillera ça dans les prochaines semaines. Alors évidemment, c'était un crève-cœur pour Isaac Hadjar. Il y a eu une déception colossale aussi pour Ferrari. Depuis des semaines, Ferrari communiquait beaucoup sur l'étendue des évolutions que la Scuderia avait développées précisément pour ce 4e rendez-vous de la saison. En gros, on avait travaillé partout sur la SF26, de l'aileron avant au dashboard. Quand on a reçu un papier qui s'appelle le Car Presentation, qui est au début de chaque Grand Prix, chaque équipe vient donner ses documents sur toutes les modifications faites par les voitures. Là, c'est simple. Quand vous regardez le plan de la Ferrari, il y a des ronds partout. Tout a changé partout. Il y a 11 évolutions déclarées. Exactement. C'était le record. C'est incroyable. Gros effort. Alors, c'est bien parce que Vassar avait dit rendez-vous normalement au 5e Grand Prix. Si on a une bonne plateforme et si on l'a comprise dès les premiers Grands Prix, on appliquera notre programme de développement. On est en plein dedans. Donc, le travail suit son cours chez Fares, simplement, ça n'a pas payé. Exactement. Ah oui, là, on peut dire que ça n'a pas payé. Puisque, donc, toute cette liste de modifications, on imagine la somme de travail colossale qu'il a fallu pour construire les pièces, les mettre au point. Au résultat final, Hamilton 6e, Leclerc 8e, il y a un décalage énorme entre le niveau d'investissement et finalement le résultat qu'il y a eu en Floride. Alors ça serait quand même oublié, Stéphane, que à un moment, Charles Leclerc, il a quand même mené ce Grand Prix. Il s'est battu pour la première place pendant les 12 premiers tours, qu'il a ensuite fait l'essentiel de la course en 3e position avant de dégringoler dans l'explication finale. C'était cruel. Et de prendre une pénalité de 20 secondes qui était justifiée, je la conteste pas, et il a court-circuité plusieurs virages parce que la voiture était endommagée et qu'il voulait essayer d'aller jusqu'à l'arrivée. Il a pris 20 secondes de pénalité, ça le classe donc en 8e position. Mais il a quand même existé dans ce Grand Prix. Et à l'inverse, il y a quand même des soucis. Grosse dégradation de pneus, encore. On n'avait pas vu ça ces dernières saisons sur la Ferrari. Ça, c'était inquiétant, parce qu'on l'a vu vraiment en difficulté. Et ce qui est apparu aussi dans les déclarations de Lewis Hamilton, c'est une mauvaise corrélation avec le circuit de Miami, entre ce qu'on avait
en simulation et ce qu'on a observé au moment de mettre la voiture sur la piste. Lewis Hamilton, il a dit on y passe des heures. Au final, on arrive, on pose la voiture et elle n'est pas du tout comme ce qu'on avait vu en simulation. Je ferai autrement pour le Canada. Ouais. Ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que la Ferrari est vraiment configurée ou faite pour le circuit de Miami comme elle est faite, par exemple, pour le circuit de Monaco? On peut en douter. Ferrari n'a toujours pas gagné. Et c'était un week-end un petit peu décrescendo parce que Leclerc est le plus rapide en essai libre 1 et puis après, ça fait pchit quasiment. On découvre des problèmes ici et là. En qualif, je crois que c'est sur la qualif sprint, il dit on était bien en médium. Quand on passe les temps, plus rien ne va. On ne comprend pas bien. Vasseur nous dit en début de course, dans l'air propre, dégagé, quand on ouvre la piste, il n'y a aucun problème. Et quand on passe derrière, au moment de la voiture de sécurité, ils étaient dépassés par Antonelli. C'est là qu'ils ont commencé à souffrir. Ils ont l'impression de découvrir une autre voiture. Donc il y a quelque chose qui est incohérent, d'extrêmement fragile dans l'équation de cette voiture, de la performance. Il y a quelque chose qui leur échappe. Et puis, ce qui a peut-être poussé Leclerc à en faire beaucoup aussi. Et ce qui fait qu'on met tout ensemble et ça donne quelque chose d'un petit peu difficile. Il est qualifié à 3 dixièmes, je vois, sur le sprint de Norris, qui n'est pas ce qu'on imaginait un petit peu ça, mais ça par rapport à une Mercedes. Mais McLaren est passé devant, en fait, réellement. Ils sont devenus la troisième force du plateau, et c'est ça le souci. C'est exactement ça. Ce qui fait mal aux responsables de la Scuderia Ferrari, c'est que les Ferrari étaient la deuxième force du plateau. Sur l'ouverture de la saison en Australie, en Chine, au Japon. Ils étaient sur le podium. Il y avait Mercedes et ils étaient là sur le podium. Ils arrivent à Miami avec une liste de modifications longue comme le bras et prometteuse. C'est des belles motifs. Clairement. Et Leclerc a dit, ça fonctionne. Donc là-dessus, du beau travail. Et ils en ressortent, finalement, doublé McLaren en sprint et c'est des McLaren qui accompagnent la Mercedes victorieuse sur le podium. Donc là, d'un seul coup, tu te dis, en fait, on est passé de deuxième à troisième voiture du plateau sans savoir exactement où en est la Red Bull. Où ça se trouve, tu peux commencer à te battre pour la troisième place avec Red Bull. Là, tu sors de là, grosse migraine quand même. Mais j'ai vu quand même une certaine cohérence parce que je te disais Leclerc à 3 dixièmes de la pole en sprint, à 3 dixièmes de la pole réelle du Grand Prix aussi. Donc ils étaient à leur maxi. Il y a pas de problème là-dessus. Mais chez Ferrari, en fait, tu parles de ces nouveautés-là, donc ces fameux ailerons Macarena dont on a commencé à parler pendant les essais hivernaux. Là, ça a été spectaculaire. On s'est dit, ça y est, Ferrari, ils vont être champions du monde. Ils ont trouvé quelque chose auquel les autres n'avaient pas pensé. Ce concept avait été déjà plus ou moins vu de ce retournement. Puis en fait, on s'aperçoit que il y avait aussi Red Bull, le déflecteur à la sortie de l'échappement, où on s'est dit, ils ont vraiment mis en place des idées très intéressantes. Ils le mettent, ils le testent sur 5-6 tours, je crois, en essais hivernaux. Ils le remballent. Ils le prennent sur le premier ou le deuxième Grand Prix, ils le remballent. Ils ne le mettent pas sur le troisième parce que ce n'était pas considéré comme pertinent. Puis on dit, vous le reverrez à Miami. Ah, enfin, voilà. Et puis à Miami, qu'est-ce qui se passe? Red Bull met en place aussi son aileron Macarena, qui est plus spectaculaire, apparemment, qui fait gagner plus de temps. Et là, ça marche directement, alors que chez Ferrari, on tâtonnait. Et tu te dis, c'est bien, ils ont une bonne idée, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est un petit peu le mal de Ferrari. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont spectaculaires, on y croit, ça fait le buzz, et puis ça fait pchit. Bon, et Leclerc, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est 17e tour, gros équerre. Là, il a failli prendre le mur, direct. Là, tu dis quand même, c'est chaud. Problème aussi de communication sur la stratégie, parce qu'il roule un rythme, et puis à un moment, on lui dit, tu rentres, parce qu'il faut réagir à la tentative d'undercut de Russell qui fonctionne en fait. Donc, on se sent battu 2 fois parce qu'on est pris au piège. Là, on nous avait dit que sur le circuit de Miami, il y a un effet undercut qui est très important. On l'a vu. Et Leclerc dit, mais attendez, vous pouvez m'appeler aussi quand vous prenez une décision. J'existe, je suis là. Il dit, je suis là aussi, c'est-à-dire j'existe. Et pour couronner le tout, ils ont raté le changement de pneu. Je crois que c'est 3 secondes 7. Tout à fait. C'est ça, à l'avant-droit, un problème. Et c'est ce qui a joué énormément dans ce fameux undercut réussi par Mercedes. Et puis, Leclerc, quand il dit, moi, en termes de stratégie, si vous voulez, vous pouvez quand même m'appeler. Et là, il se déconcentre. Et donc, tu sens quand même que c'est là où c'est gênant, quoi. Quand l'équipe prend des décisions ou un management qui
influence et qui déconcentre le pilote, tu dis là c'est pas bon, il y a quelque chose qui cloche. On a vu ressurgir des choses qui sont un petit peu inquiétantes. Et puis à la fin, donc ça c'était un freinage long, et puis à la fin il y a eu effectivement ce tête à queue, ce 360, quelque chose de spectaculaire, parce qu'il voulait essayer d'être encore sur le podium, continuer sur la ligne des podiums de Ferrari, et courait après quelque chose qui était impossible, Piastri était en contrôle devant, et c'est là où il est allé un petit peu trop loin, et puis après tout se met mal, il abîme sa voiture, il coupe des virages, la FIA dit non, là stop. C'est clair. La voiture est dangereuse. Tu te demandes s'il peut vraiment continuer là-dessus. Raisonnablement, oui, mais il coupe trop de virages. Et quand il coupe des virages, ça veut dire qu'il ne fait pas la distance réglementaire de la course. On est d'accord que cette pénalité, donc elle est logique. Même si 20 secondes, ça lui fait perdre 2 places. Donc à l'arrivée, tout ça fait que tu as un sentiment un petit peu de flottement parce que sur la stratégie, ils étaient bien. Puis d'un seul coup, il y a Mercedes qui fait rentrer Russell. Il se dit ah bah tiens, mais il faut rentrer. Et Leclerc dit mais vous m'auriez dit ou on aurait anticipé, j'aurais attaqué un petit peu plus. Et ça aurait pu se passer autrement, mais souviens-toi, sur les premiers Grands Prix, je crois que c'était en Australie, Ferrari a attendu aussi, a subi, alors que en régime de voiture de sécurité, Mercedes faisait rentrer ces 2 voitures. Donc, ils sont un petit peu encore à la remorque, ils pensent que ça va bien se passer, ils ont ouvert les premiers tours en tête, et puis après, ils ont rétrogradé, pendant qu'Hamilton était nulle part, parce qu'il y avait un autre problème, il perdait une demi-seconde par tour, à cause de... Il a été percuté dès le premier tour, et forcément, la voiture avait moins d'appui. Ça nous fait donc 4 Grands Prix depuis le début de la saison, Stéphane. On a parlé des podiums de Ferrari, mais toujours pas de victoire. Toujours pas de victoire. Statistiquement, c'est pas un bon signe pour la Scuderia. Oui, alors effectivement, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passe si un pilote Ferrari ne remporte pas les 4 premiers Grands Prix. Il y a 3 pilotes quand même qui sont parvenus à être champion du monde en fin de saison. Mike Hawthorne en 58, Phil Hill en 64 et Niki Lauda en 75. Ça nous renvoie quand même à 50 ans. Et chez les constructeurs, Ferrari est quand même parvenu à arracher le titre en 83 sans remporter les 4 premiers Grands Prix. Ça veut dire qu'effectivement, là déjà, c'est un petit peu tendu. On a vu le classement chez les constructeurs, ils ont beaucoup de retard. On est presque dans le money time, alors que l'équipe a déjà envoyé sa première grosse salve d'évolution et qui vont prendre le match retour au Canada en voyant les évolutions aussi mises en place par Mercedes. Par Mercedes, la deuxième moitié des évolutions annoncées par McLaren. Et puis, on peut imaginer aussi une meilleure compréhension des évolutions amenées par Red Bull ce week-end à Miami. La situation qui devait mettre Ferrari devant après ce Grand Prix, elle semble plus compliquée qu'avant d'aller en Floride. Je maintiens. Oui, tout à fait. Là, je voyais encore que Vasseur expliquait que la voiture était aussi sensible aux hautes températures. Alors, on va moins le voir au Canada, mais il a prévenu que après, il va y avoir Monaco. Bon, c'est toujours un Grand Prix un petit peu spécial. On a eu des météos très variables ces dernières années, mais il y aura Spielberg aussi où il fait chaud. Et là, ils vont peut-être encore souffrir. Mais en Hongrie, où traditionnellement on peut avoir des grosses températures Donc aussi là, pendant l'été. Il va falloir bien appréhender les choses. On est encore sous le fil du rasoir, mais comme tu l'as dit, le danger, c'est que McLaren va leur passer devant. Ça, c'est sur cette tendance. Là, on le sent. Et puis, qu'est-ce que va faire Red Bull? Franchement, Verstappen qui se qualifie 2e, tu dis oui, par moment, c'était la 4e force du plateau. Exactement. On termine avec Kimi Antonelli, qui, après une première saison prometteuse en 2025 chez Mercedes, il avait terminé 7e du championnat avec 3 podiums, Antonelli s'est retrouvé début 2026 avec la meilleure voiture du plateau entre les mains. 3 victoires de rang plus tard, 20 points d'avance au championnat sur son coéquipier George Russell. En 4 Grands Prix, le jeune Italien est passé du rôle, je le disais, de belle promesse, même s'il s'en défend, au rôle de candidat pour la couronne mondiale. On parlait de statistiques qui étaient un petit peu inquiétantes pour Ferrari. Je vais te donner une statistique qui, alors là, est très, très, très intéressant pour Kimi Antonelli. Il a remporté donc 3 Grands Prix consécutifs. Il n'y a que 22 pilotes dans l'histoire de la Formule 1 qui ont remporté 22 Grands Prix consécutifs. Parmi eux,
20 sont devenus champions du monde. Il y a deux exceptions, c'est Stirling Moss et Oscar Piastri. Donc, statistiquement, il est candidat. Il est même presque promis à être champion du monde. Prédestiné, parce qu'on nous rappelle sans arrêt que Leclerc, c'est le prédestiné chez Ferrari, mais en fait, c'est Anthony est réellement un Italien qui est le prédestiné chez Mercedes. Et comme tu le dis, là, il a passé un petit peu, il est passé dans une autre catégorie. Et clairement, la victoire en Chine, la victoire au Japon, celle-là, elle ne souffre, enfin, elle est vraiment impressionnante. Celle-ci à Miami, elle est vraiment impressionnante. Et Toto Wolff a dit que c'était la meilleure course en Formule 1 de la part de Kimi Antonelli à ce jour. On y est. On y est. On a cette pépite qui a maintenant totalement explosé chez Mercedes. Et on a le sentiment d'avoir un George Russell qui est un peu dans les cordes. George Russell, il termine 4e, et il termine 4e parce que Leclerc s'est raté dans le dernier tour. Oui. Sinon, ça faisait 5e pour le Britannique. Et là, maintenant, on est un petit peu surpris parce que Antonelli continue d'écrire l'histoire. Jamais un Italien n'avait gagné 3 grands prix de suite, sauf Ascari en 52. Non, mais t'imagines, là, ça y est, là, c'est reparti, là. Et il est en train de voler la vedette à Ferrari quand même. 3 pole positions et 3 victoires pour commencer en carrière. Seuls Schumacher et Senna l'ont fait. C'est juste fou. Et puis, 3 victoires de rang à la suite. Quand ça arrive sur un triplé, c'est Häkkinen et Hill seulement qui l'ont réalisé. Donc, c'est vraiment fabuleux. Et je me disais, pendant ce Grand Prix, surtout, on découvre quel type de pilote est Antonelli. Je m'explique, ça fait 3 Grands Prix de suite qu'il gagne en partant de la pole position et en gâchant fantastiquement cette pole position. T'attaques direct sur le point qui fâche. Tout à fait. Okay. Et en gagnant quand même à la fin, et c'est, je trouve, remarquable parce que, alors, je le voyais attaquer en début de course. Il y a des pilotes qui se plaignaient, Leclerc, d'autres de son comportement. Il faisait penser à Schumacher. C'est un peu un mix de Schumacher, de Senna, c'est-à-dire la technique du harcèlement, on y essaie tout de suite, à droite, à gauche, et il aime en fait exercer une pression psychologique. Et tu sens qu'il est fort. Il sature son adversaire. En fait. Complètement. Et c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Ça peut rappeler un autre dans le peloton. Et après, en termes de gestion aussi, tu commences à comprendre qui il est, parce qu'il y a des pilotes, dans l'histoire de la Formule 1, des grands pilotes, quand ils étaient au cœur du peloton, c'était fini. Avant de commencer, Vettel a remporté donc 4 fois champion du monde, 53 victoires, et sur ces 53 victoires, des départs uniquement des 3 premières positions sur la grille. Quand il était 4e au-delà, tu savais une chose, qu'il n'allait pas gagner. Eh bien, aujourd'hui, quand tu as Antonelli qui est 4e, 5e, 6e, 7e dans les premiers tours, tu dis pas de panique, il va revenir progressivement. Bon, il a aussi la voiture qui lui permet de le faire. Oui, mais dans les situations où il se met en position de dépasser, il opère des dépassements quand même qui sont assez limpides, je trouve. Et là-dessus, le job est fait. Alors, il a fait, ses démarrages sont difficiles, on va revenir là-dessus. Mais quand il dépasse Leclerc pour la première place, c'est clair, c'est limpide. Il réussit aussi un undercut pour la victoire sur Norris, même si Verstappen était encore devant, mais on savait qu'il était dans une stratégie décalée. Une stratégie complètement décalée. Donc ça fait vraiment penser qu'il est tout en maîtrise. Et ce week-end, je voyais aussi Russell derrière et tu disais il est tranquille, il attend son moment, mais ça c'était valable en Australie sur les premiers Grands Prix où tu savais qu'il avait une chance de remonter, mais Antonelli en fait, tu sais qu'il va remonter, tu sais qu'il en a les capacités. Et là Russell on l'a vu engluer. Tout à fait, donc il est parvenu à faire en plus des choses que ne parvenait pas à faire Russell, c'est juste fantastique. Et il bénéficie aussi dans ces circonstances-là de la stratégie, de l'excellence du pit crew de Mercedes qui lui permet en fait de ressortir d'être devant Norris quand Norris ressort des centres, c'est-à-dire qu'il fait l'undercut. Et ça aussi, c'est la mise à jour en termes de performance de Mercedes sur les interventions au stand. Là, au week-end floridien,
Mercedes a fait les deuxième et troisième interventions les plus rapides au stand, mais ça, c'est une constante depuis le début de la saison et c'est même une nouveauté en fait qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. C'est marrant, hein, ça, comme ça suit les résultats. Enfin, mais complètement. Tu sais plus si ça suit les résultats ou si ça les provoque. Ouais. Sur le premier Grand Prix de la saison, tu dis, ça y est, la Mercedes 1-2 en qualif, 1-2 en course, ils sont au taquet, mais ils sont au taquet aussi dans la voie des stands, parce qu'ils réalisent l'intervention la plus rapide pour le pit crew. Et ça fait des années qu'ils n'avaient pas fait ça. La dernière fois, c'était Russie 2021, le 15e Grand Prix de la saison. Ouais. Et ils ont traversé après un trou d'air, 2022, 23, 24, 25, où ils étaient nulle part. Et quand les dixièmes te manquent par tour, finalement, tu comprends une chose, c'est que ça ne sert à rien de faire les voltigeurs autour de la voiture pour changer les pneus dans la voie des stands et qu'il faut se mettre en retrait. Et quand tu vois les écuries redevenir agressives comme ça, tu dis c'est qu'en fait, ils sont en mode combat, vraiment. Et qu'ils vont chercher le temps partout. Complètement. Et Mercedes avait fait, si tu te souviens bien, sur les voitures de sécurité, des doubles arrêts au stand, sur les deux premiers Grands Prix, des choses que n'avait pas fait Ferrari ou d'autres, qui étaient beaucoup plus frileux là-dessus. Et ils sont proactifs là-dessus aussi. Ouais. Et Antonelli en profite. Et ça lui a donné, je pense, sa victoire, parce que s'il ressort derrière Norris, je pense que l'histoire peut être complètement différente. C'est sûr. Tu parlais des départs. Il y a quand même ce chiffre qui fâche, Stéphane. Les départs, c'est calamiteux chez Mercedes. On n'a pas réglé le problème. On a eu 5 semaines pour travailler là-dessus. Moi, sincèrement, après le Japon, je m'étais dit, Mercedes, c'est bon, ils vont trouver. Eh ben non, ça continue. Ah bah oui, alors là, tu regardes, ça s'appelle un carnage, il n'y a pas d'autre mot. 5, 6 places perdues, 4 places au Japon. Enfin, et là, ça continue à Miami, 3 places, 2 places en fonction des sprints et du Grand Prix. C'est un enfer. Russell survit un petit peu plus dans ce contexte-là. Mercedes a envoyé un volant à Antonelli pour qu'il le manipule. Il a fait des tests et des tests au simulateur et on voit que ça ne fonctionne pas. Et alors apparemment, les torts sont un petit peu partagés parce que Wolff a volé au secours de Kimi Antonelli. Là, il est très très fort. J'allais y venir. Là, il ouvre le chapitre cocooning et il dit attention. Hop, le parapluie. Tout à fait. Et là, il dit en fait, c'est pas du tout de sa faute. Sur les 2 départs ratés, sprint et course, il dit samedi et dimanche, c'était de la faute de l'équipe et ça fait trop longtemps qu'on a ce problème. Il va falloir le régler. C'est soit l'embrayage, soit l'estimation en fait du grip disponible sur l'emplacement de la grille. Et Antonelli a soulevé ce problème-là à l'arrivée. Et il a dit, même si je ne suis pas encore dans ce registre-là, son coéquipier fait mieux. Et il a fait une petite confidence, c'est certainement un petit problème de confiance aussi là-dessus, qui rejaillit dans un ensemble de choses. Il faut bien qu'il ait encore des trucs à améliorer, quoi. Sinon on plie tout et on se revoit dans 10 ans. Tout à fait. Donc, là-dessus, il y a encore des petites choses à faire. Je pense que ça va être le gros thème. Et alors, spécialement aussi à Monaco. Hein. Ah bah là, c'est écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, première défaite de la saison pour Mercedes, c'est Monaco. Ou pour Antonelli. Il ne règle pas ses problèmes de départ. Même si le run jusqu'au premier virage est court. Ah non, mais là, vu comment il part... ça ne pardonnera pas, tout à fait. Donc, il y a encore cette petite thématique. C'est tout. Et puis, du côté de Russell... là, oui, une remise en question. Une remise en question parce qu'il s'est bien senti dans les 10 derniers tours pour une raison précise, c'est que... Ça, c'était fabuleux. Ouais. Ça, alors, tout à fait. Je suis même surpris que l'info soit sortie, mais figurez-vous que ce qui a été communiqué, c'est que dans les... je crois que c'est les 15-20 derniers tours... 10 derniers tours. Du Grand Prix. Probablement parce que c'est là où il a dit j'étais bien dans ces 10 derniers tours. En tout cas, sur la fin de course, George Russell, qui a compris qu'il ne gagnerait pas, qu'il n'irait pas sur le podium, eh bien, a changé les paramètres et il a notamment adopté l'équilibre de frein de la voiture de Kimi Antonelli. Et les réglages du différentiel. Voilà. Et du différentiel. Et il a dit que c'était beaucoup mieux. Juste au passage, George Russell, 156 Grands Prix, Antonelli, 28. Et il y en a un qui pique les réglages de l'autre. Et je vous laisse deviner lequel. Alors que Gwen Larue, qu'on avait interrogé l'année dernière en disant mais est-ce qu'il commence à trifouiller les réglages, il dit non, pas du tout. Il prend ce qu'on lui donne, il est assez... il fait c'est pas ces mots-là, mais il est assez scolaire là-dessus, il écoute, il apprend. Mais maintenant, en fait, il est en passe de prendre un rôle de leader technique aussi là-dessus.
C'est extrêmement intéressant et c'est un petit peu embarrassant pour notre ami George Russell, mais qui a dit en fait que c'est pas le tracé même de Miami qui lui pose problème, c'est la nature du bitume. Il a dit, j'aime pas si j'ai bien compris ces termes, ce bitume lisse qui apporte des caractéristiques de grippe qui lui conviennent pas. Je me permets de signaler que c'est la 3e victoire consécutive de Kimi Antonelli. Donc l'asphalte, ça ne devait pas aller non plus en Chine, ça ne devait pas aller non plus au Japon. Là, George, il va falloir quand même trouver d'autres explications. Même si Antonelli a été assez verni, je crois que c'était en Chine, sur l'intervention de la voiture de sécurité, là où Russell a été piégé et il n'avait pas été dans un très bon timing non plus, Russell, au Grand Prix précédent. Donc, il a largement le bénéfice du doute, mais ça te rappelle rien, il est attendu comme le boss. Et là, il va falloir qu'il aille chercher de nouveau ce rôle-là et l'affirmer. Ça te rappelle rien, une équipe qui a l'ascendant, 2 pilotes, un plus expérimenté que l'autre, et d'un seul coup, c'est le plus jeune qui prend l'avantage. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de revivre ce qui s'est passé l'année dernière chez McLaren, avec un Piastri qui prend l'ascendant sur Lando Norris. La seule vraie différence par rapport à la situation entre Norris et Piastri, c'est que Norris est toujours resté dans l'esprit des responsables de chez McLaren, le petit prince de l'équipe. Oui. Alors que Piastri, qui est beaucoup plus réservé, qui est quelqu'un de plus froid, c'est pas du tout une critique, il y a des gens qui sont comme ça, plus réservés et qui sont très bien. Il n'a pas pris le cœur de son équipe Piastri. Antonelli, il est en train de le faire. Ça fait partie de ces pilotes qui ont ce feeling pour emmener l'équipe avec eux. Après sa première victoire en Chine, il a fait des photos, évidemment, comme toujours, avec tous les mécanos. Quand ils sont arrivés au Japon, il avait fait développer, pour chacun de ses mécaniciens sur sa voiture, une photo de lui avec ce mécanicien et un petit mot. Tu peux te dire, c'est travaillé, c'est tout ça. Mais c'est ce qu'aurait fait Vettel, c'est ce qu'aurait fait... C'est comme ça que tu emmènes ton équipe avec toi. Et là, le problème, c'est que George Russell, qui dans son esprit est le pilote légitime de l'équipe pour aller chercher le titre, il se retrouve un petit peu embêté. Je te parle de Vettel parce qu'il savait très très bien faire ça. Mais c'est comme ça que tu as une cote d'amour et que tu t'attaches, tu crées un affect dans l'équipe et que tu racontes une histoire aux gens et qu'ils s'attachent à toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on était très très prudents. C'est pas qu'on n'y croyait pas, mais on suivait le langage, le discours de Mercedes qui disait, même sur la première victoire d'Antonelli, Wolff prévient, il dit il y aura d'autres super dimanches comme ça et il y aura d'autres grands prix où ça sera quand même des gros coups de moins bien. Ce qui est toujours d'actualité, et c'est toujours d'actualité, même après 3 victoires. Et puis, en début de saison, Antonelli disait, avant le début de saison, je sais très bien où est ma place, Russell est un super pilote, rapide, avec une expérience démentielle, et il est le pilote leader, et j'espère me rapprocher de lui et le challenger à terme. Mais chez Mercedes, on pensait qu'il serait un candidat éligible pour le titre mondial dans sa 3e ou 4e saison. Il l'est déjà dans sa 2e saison et c'est une rareté absolue. J'ai regardé juste sur les pilotes modernes qui sont jeunes et qui ont un matériel compétitif. Déjà, pour lui, c'est un privilège, mais il en profite. Il y a Hamilton, finalement, qui, dans sa première saison, sa saison de rookie en 2007, chez McLaren, même au contact de Alonso, parvient à mener le championnat, à être en position d'être champion du monde. Antonelli, c'est sa 2e saison, simplement. Et si on veut prendre aussi, saisir la dimension de l'exploit, Vettel, c'était sa 3e saison, Verstappen, c'était sa 5e saison. On parle de gens qui étaient quand même assez jeunes, 22, 23 ans. Il en a 19. Il va avoir 20 ans au mois d'août. Tout à fait. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, faut laisser se dérouler les choses. Il y aura peut-être effectivement une erreur qui va arriver prochainement, mais on sait qu'il a quand même, il commence à avoir la carapace assez dure. Clairement. Et il a presque un Grand Prix d'avance. Et on le voit dans le combat. 20 points d'avance. Il a presque déjà un joker au bout de 4 Grands Prix. Et mettre la voiture en travers comme ça dans la chicane avant le 17, le virage 17 à Miami, tu te dis, en fait, il joue, il est sur un kart. Et il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Il l'a pas fait qu'une seule fois. C'est vraiment, il avait compris quelque chose. Donc, on ne va pas recommencer, évidemment. Non, il y avait que les limites de piste, simplement. Bono a dit, là, il y en a 2 maintenant, il faut arrêter, là. Mais tu sais, ça aussi, mine de rien, tu as Bono dans ton équipe. Tout le monde se souvient de ce dont est capable Peter Bonington dans cette équipe. Donc, ça contribue aussi à pouvoir ramener ton équipe. Sincèrement, il va falloir que George Russell réagisse
vite, ça tombe bien, on va aller au Canada, on va en parler. Il est le dernier vainqueur en date, George Russell, et il va falloir qu'il se refasse vraiment une confiance très très vite. Et j'ai le sentiment que ça va lui demander beaucoup de travail, parce qu'en fait, en face, Kimi Antonelli, il n'a rien à perdre. S'il termine deuxième du championnat derrière George Russell, c'est parfaitement normal. Si George Russell ne gagne pas, on dira bah, c'est incroyable. C'est exactement la situation de Lando Norris l'année dernière. Tout à fait, même si, alors, Russell dit, j'ai toujours confiance en moi, j'ai toujours confiance en mon pilotage, mais la question, elle n'est même pas là. La question, elle est dans les réglages. Moi, ça me rappelle ce que disait Hamilton chez Mercedes quand la voiture était un petit peu difficile. Il disait, le plus difficile, c'est travailler en essai, c'est optimiser le réglage de la voiture, comprendre ce qu'il faut avoir en qualif et en course pour que la voiture soit performante, et après, piloter, c'est facile. On a une feuille de route, on sait ce qu'on a à faire pour préserver les pneus, pour attaquer, mais là, c'est plus une question de pilotage, c'est quel réglage adopter. Et je pense que Russell va aller faire plus d'une fois le tour de la télémétrie de Kimi Antonelli pour se dire, est-ce qu'il n'a pas une solution magique à laquelle je n'ai pas pensé que moi je peux appliquer? Mais c'est une preuve d'intelligence qu'il a fait sous les 10 derniers tours, parce qu'il a mis son orgueil de côté, il s'est dit, moi ça ne fonctionne pas, je vais quand même tester. Ça ressemblait à un mini laboratoire. En plus, en disant, en conditions réelles, on va voir ce que ça donne sous la fin de course, sous les 10 derniers tours, j'adopte les réglages de Kimi Antonelli et ça marche. Ouais. Et là, il va se dire, bah, il faut que je sois plus ouvert, et je pense que dès le premier jour des essais, il se rapprochera des réglages, où il comparera, il sera ouvert là-dessus, et c'est ce qu'il a dit. La grande force de Kimi Antonelli, c'est qu'il a été super rapide, au taquet, au top, tout de suite, dès le premier jour. Ouais. Et là, sur un week-end de sprint, comme on aura à Montréal, ça sera super important. Donc, Montréal, Grand Prix du Canada, c'est incroyable. Quatrième course de la saison, et déjà... Troisième sprint. Cinquième Oui. course de la saison, et déjà le troisième des 6 week-ends sprint de la saison. Ça va être encore particulier, un planning assez serré, et ce Grand Prix, les 22, 23 et 24 mai, n'a jamais été positionné de façon aussi précoce dans l'histoire du Grand Prix du Canada, qui était généralement en mois de juin. Ah, c'était toujours en confrontation avec les 24 heures du Mans. Tout à fait. Facile, c'était mi-juin. Et dans des temps plus anciens, c'était au mois de septembre. Mais là, c'est un petit peu plus tôt. avancé, donc il fera un petit peu plus frais. J'ai regardé, peux nous donner les horaires? Alors, on les a vus passer. Oui. Les a vus passer, les essais libres vendredi 22 à 18h30, la qualif sprint à 22h30, samedi la course sprint à 18h et les qualifications pour le Grand Prix à 22h. Donc là encore, que 4 heures d'écart entre les deux. Si tu emplâtres la voiture sur la course sprint, tu es en galère pour la qualif du Grand Prix, et le Grand Prix dimanche 24 à 22h. J'ai regardé les moyennes de température au Canada. Entre la deuxième quinzaine de mai et la mi-juin, tu passes de 18 degrés de moyenne, enfin de 24 degrés à la mi-juin, en moyenne, à 18 degrés. Sur une Formule 1, 6 degrés, ça vous transforme la voiture. Hein. On va avoir des surprises de ce côté-là. Et puis on sait, c'est un circuit qui pardonne pas trop les fautes. Stop and go, c'est l'un des grands prix qu'il faut regarder, l'un des grands prix les plus excitants de l'année. On les connaît, les 4-5 grands prix, le Canada en fait partie. Et tous les ans, c'est le même réjouissement, avec un public aussi amoureux de la Formule 1, qui a un passé extraordinaire, Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. Voilà, un vrai circuit. Qui a une histoire, qui a toutes ces choses-là. Stroll ne sera pas encore très en forme cette année au volant de l'Aston Martin, qui a traversé encore... les deux étaient à l'arrivée. Oui, tout à fait. C'était la communication d'Aston. Concrètement, sur les pneumatiques à Montréal, la gamme la plus tendre, encore, ça ne change pas. On reste sur la même gamme C3, C4, C5 qu'à Miami. Sur un circuit qui est réputé peu abrasif, qui n'est pas du tout agressif pour les pneumatiques. Les pilotes vont certainement attaquer. Là, le standard, c'est 2 arrêts. Donc, des parties de stratégie, des choses qui vont être intéressantes, franchement. Et avec donc un effet undercut encore puissant. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les écuries essaient d'aller sur 2 arrêts. Ça donne plus de latitude pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et puis, une autre particularité quand même, c'est un run assez court, 152 mètres, entre l'emplacement de la pole position et le premier point de freinage. Et une petite prime à la pole position supplémentaire, puisque la pole position est à gauche.
et la corde du premier virage est à gauche. C'est la première fois que ça arrive cette année. Donc, si tu réussis bien ton départ, tu as une petite prime, tu es tranquille. Kimi, il va falloir faire tes devoirs. Et puis, c'est un circuit, Stéphane, qui fait les champions, qui est pour les champions. Statistiquement, les plus grands pilotes ont les meilleures statistiques sur le circuit Gilles Villeneuve. Ah bah là, tu regardes les pôles records, c'est 6 pour Schumacher et Hamilton. Là, on est dans la crème de la crème. Et en course, c'est pareil. 7 victoires pour l'Allemand, 7 victoires pour le Britannique. Donc, c'est en plus un circuit de seniors. Un faiseur de roi. Oui, tout à fait. Et c'est généralement un champion du monde qui gagne. Russell a gagné l'année dernière, donc ça veut peut-être dire qu'il sera champion du monde. Mais en tous les cas, c'est les grands pilotes qui se succèdent. Il avait gagné, mais après l'accrochage entre les deux McLaren. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, pour finir, alors là, par contre, ce qui est un petit peu embarrassant, c'est qu'il y a quand même aussi un taux de réussite assez élevé du poleman, puisque c'est le poleman qui l'emporte depuis 2015, à 2 exceptions. 2019, c'était Hamilton, et 2024, c'était Verstappen. Ils étaient partis 2e, donc il faut partir de la première ligne à Montréal, quoi qu'il arrive, même s'il se passe beaucoup de choses. On verra. Et puis, j'ajoute une petite parenthèse Formule 2, puisqu'on vous avait raconté un petit peu la situation dans laquelle se trouve Colton Herta, qui est à la recherche de ses derniers points de super licence pour devenir le pilote Cadillac l'an prochain. Et c'est ce que veut Cadillac, un pilote états-unien l'an prochain dans sa voiture, à la place de Perez ou Bottas. Et pour Colton Herta, ça ne s'est pas très bien passé à Miami. Meilleur temps des essais libres, rien après, plus rien. 14e en qualification, 15e de la course courte, 8e de la course principale, la course longue. Ça fait une 13e place au championnat. Pas de quoi donner encore l'envie aux dirigeants de Cadillac de l'engager l'an prochain, même s'il aura 4 séances d'essais libres le vendredi matin qui lui donneront autant de points de super licence. Il devra quand même aller chercher ses points de super licence. Pour l'instant, c'est pas bien parti, mais c'est un vrai test. On vous le rappelle, c'est un pilote qui brillait en IndyCar et qui a pris des risques énormes. C'est courageux. C'est courageux, c'est très courageux. Ouais. Mais là, il a dit en plus que sur ces week-ends qui sont au format resserré, il découvre aussi ce que sera la Formule 1, ce qu'il espère être, c'est-à-dire des situations de travail où les choses évoluent très très vite, où il faut réagir très très vite, où il faut prendre des décisions, il faut s'adapter. Et pour l'instant, c'est ce qu'il vit aussi en Formule 2 et c'est compliqué. Ouais, clairement, pour l'instant, c'est pas tout à fait au rendez-vous, mais bon, la saison peut encore avancer. Quand vous êtes 13e en début de saison en Formule 2, c'est quand même très très compliqué de remonter. Donc honnêtement, je ne le vois pas jouer le titre. Après, faire ses preuves et aller chercher des résultats, c'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que c'est aussi dans l'intérêt de la Formule 1. On avait dit que ça serait compliqué. Ça l'est. On a tout dit, Stéphane ? Je pense, je ne sais pas, mais... Je crois qu'on a été quand même assez complet. On vous rappelle, 22, 23, 24 mai, le prochain Grand Prix donc, au Canada. Et ça nous fait encore pas mal de temps à attendre avant de se retrouver. Soyez attentifs. On vous proposera peut-être un nouveau rendez-vous à partir justement de l'après-Canada. On verra, on songe et n'hésitez pas à nous dire. Ce sera toujours le mardi, de toute façon. Ça sera toujours le mardi, mais peut-être qu'on pourrait bien essayer de faire une petite expérimentation et de tenter de faire les fous du volant en direct, parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir répondre éventuellement à des questions que vous pourriez nous poser ou voilà, échanger un petit peu plus. On se pose la question, allez-y, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou une mauvaise, allez-y. Dites-nous ce que vous en pensez, on est preneurs. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve donc, nous, le mardi qui suit ce Grand Prix du Canada. Et d'ici là, Stéphane, on coupe le contact.